Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes. On a dit qu'on démarrait à 35, donc on va démarrer à 35. Donc ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cet AG et une conférence. La conférence va être prononcée par le docteur Hervé Maisonneuve sur le problème des publications scientifiques et de la crise déontologique. Mais je crois que je vais donner la parole à Yaro, qui est à l'initiative de cette invitation, pour nous dire quelques mots sur le conférencier. Ça va aller ? Oui, ça ira. Attention à la marche. Oui, je fais attention à la marche. Donc, Yaro, c'est mon diminutif, mais en fait, c'est Kouchkovski. Et donc. Micro. Alors, plus près. Oui, ça va. Ça va mieux là ? Oui. Bien. Donc, j'ai eu déjà des relations avec le docteur Maisonneuve, mais c'était toujours épistolaire. C'est la première fois où on se rencontre physiquement. J'ai donc le plaisir de vous présenter le docteur Maisonneuve et de vous donner quelques petits mots sur toute sa carrière qui est particulièrement riche. Donc, Hervé Maisonneuve a fait ses études de médecine à Lyon. Il a été diplômé donc en 1979. Et il a complété d'ailleurs beaucoup plus tard, par un diplôme de HEC, ce qui lui a permis d'avoir une vue un petit peu des conséquences pratiques d'un certain nombre de choses que nous voyons que de manière souvent fondamentale. Donc, il a pratiqué la médecine clinique pendant 10 ans dans les hôpitaux lyonnais, en médecine tropicale et en maladies infectieuses, et puis 10 ans dans le développement clinique de l'industrie pharmaceutique. En 1994, il a rejoint l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé, qui est, d'après ce que j'ai compris, l'ancêtre de la Haute Autorité de Santé, dont on a beaucoup parlé au moment de la Covid. Bon, il y a plein de choses que je pourrais vous dire, je ne peux pas aller beaucoup trop loin, sinon qu'il a quand même été directeur de la formation médicale continue chez Pfizer, France, et puis il a enseigné aussi la santé publique à l'université parisienne. Et Maisonneuve est ancien président de la Global Alliance for Medical Education, ancien président de l'European Association of Science Editors et rédacteur en chef de European Science Editing. Vous voyez par cette énumération que c'est quelqu'un qui a une parfaite compétence dans tout le domaine de la diffusion de l'information scientifique. Et entre la diffusion et ensuite l'approche critique des choses, il y a un domaine à exploiter, et c'est là où Hervé Maisonneuve a fait preuve d'une expertise particulièrement pertinente. Et actuellement, il est rédacteur en chef d'un blog qui, d'ailleurs, doit être ici marqué, rédactionmédicale.fr, et que je vous conseille vivement de consulter. Il y a plein d'informations, et je dirais que quand Hervé Maisonneuve a quelque chose à dire, il le dit. Et quand il le dit, il peut avoir la dent un peu dure. Et je pense que c'est extrêmement... Mais juste, j'espère. Oui, elle n'est jamais méchante, si je veux dire. Mais elle est vraiment salutaire. C'est absolument indispensable. Je dirais, j'ai un problème déontologique. On sait très bien que le monde des publications est soumis à des pressions de tout ordre qui touchent aussi bien les scientifiques eux-mêmes, dont, je dirais, la vie professionnelle dépend, mais qui dépend aussi de ceux qui se lancent dans l'édition scientifique et de ceux qui en tirent bénéfice, etc. Donc, je pense que cette introduction doit suffire à elle-même pour vous donner la certitude que nous aurons affaire à un expert, et on aura tout profit à écouter vraiment de manière très ouverte tout ce qu'il va nous dire. Donc je vais vous laisser la parole. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Hop, voilà.
Je crois qu'il faut un micro. Hein. Oui, oui, mais je l'ai là, il n'y a pas de problème. Merci pour cette introduction très aimable. J'ai réfléchi un peu et j'aurais 3 messages à vous donner. C'est qu'on va faire un peu l'histoire des publications depuis la création des premières revues et que pendant plusieurs siècles, ce sont les sociétés savantes qui ont eu la possession des revues. Donc les sociétés savantes qui, par les journaux, étaient les garants du savoir. Puis après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, ce sera mon deuxième message, des pressions sont venues petit à petit sur les chercheurs, avec ce qu'on appelle le facteur d'impact ou d'autres choses, hein, qui fait qu'un bon chercheur, il devait publier beaucoup. Donc cette espèce de McDonaldisation de la science a fait augmenter les volumes, et on verra, les sociétés savantes ont encore contrôlé un peu ça. Hein. Et puis est arrivée une génération de l'électronique, années 1990-2000, où alors là, d'autres acteurs sont arrivés dans le jeu, et plus récemment, des acteurs qui sont des acteurs totalement mercantiles, avec des choses qu'on essaiera de définir que sont les revues prédatrices ou d'autres choses, et qui sont en train de s'accaparer la gestion du savoir. Donc si pendant 300 ans, les sociétés savantes ont tenu un peu tout ça, actuellement c'est en train d'échapper au monde académique pour partir de plus en plus dans un monde mercantile. Donc ce sera un peu mes messages, et n'hésitez pas de m'interrompre à tout moment. J'ai prévu, je crois, 34 diapos. Comme il y a des numéros en bas, vous saurez où j'en suis, et je devrais terminer dans 35-40 minutes. C'est ce qu'on a convenu, si ça vous va, mais n'hésitez pas de m'interrompre. Alors merci de m'avoir présenté. Je rajouterai aussi qu'avec Pierre Corvol et d'autres, depuis 10 ans et depuis plus longtemps, on a monté en France ce qui s'appelle l'intégrité scientifique, essayer de développer des bonnes pratiques de recherche responsable. Moi, j'avais commencé à l'étranger bien avant, hein, il y a plus d'une vingtaine d'années, mais en France, c'était difficile. Mes premiers articles que j'ai publiés à l'étranger en disant qu'il y a des chercheurs dans mon monde médical qui mentaient dans les publications m'ont valu d'une certaine notoriété, mais pas toujours très bonne. Mes liens d'intérêt, vous les avez dit, parce que quand on est médecin, on doit déclarer ses liens d'intérêt, financiers ou non financiers. Bon, financier, je suis retraité, je ne touche pas à grand-chose, vous ne m'avez pas payé d'ailleurs, hein, donc ça pose aucun problème là-dessus. Hein. Lien d'intérêt non financier qu'on devrait déclarer, hein. Donc j'ai quand même un lien d'intérêt non financier qui me pose des problèmes depuis 2 ans. C'est que ma photo est apparue dans France Soir avec la guillotine proposée par M. Raoult, du fait de ce que je disais sur mon blog sur M. Raoult et que je continue à dire. On va se retrouver aussi au tribunal pour un certain nombre de choses. L'histoire n'est pas finie, mais ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. L'objet de mon propos, là vous avez un livre qui est sorti d'anglais qui fait 640 pages sur l'histoire des journaux scientifiques. Et cette histoire, elle est vraiment très ancienne, puisque les premiers journaux scientifiques, c'était France et Angleterre, un journal des savants, Colbert ici, hein, d'accord, et Angleterre en même temps. Et quand on regarde les premiers journaux scientifiques, c'était une science purement européenne. Il n'y avait pas de publication nord-américaine. Hein, je parle de fin du 15e, 16e siècle, hein, 1635, autre chose comme ça. Il y avait des échanges. Et puis après, dans le XVIIIe siècle, 1750-1800, sont apparus des commencements de ce qu'on appelle le peer review, l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire des rédacteurs en chef qui étaient eux-mêmes dans la vie civile, qui n'étaient pas que dans la science. On pourrait faire allusion à Claude Bernard ou à d'autres, hein, commençaient dans les années 1850-1900 à un petit peu évaluer et sélectionner. Hein, parce que les journaux avant, c'était des petites communications, des sommaires, beaucoup de choses. Donc les journaux scientifiques se sont structurés 1850-1900, et puis sont venues les guerres. Hein, et là, il y a eu du haut, du bas, on n'a pas pu imprimer, il s'est passé beaucoup de choses. Et après la Seconde Guerre mondiale, alors là, années 50 ou autres, sont arrivées un certain nombre de choses qu'on va voir, le marché notamment, ou des compétiteurs. Ce qui fait qu'initialement, et on pourrait le croire encore aujourd'hui, les publications scientifiques ont toujours eu 4 rôles. Mais l'ont-elles toujours? C'est-à-dire l'enregistrement du savoir, hein, on prend date, on enregistre, hein, la dissémination des recherches, des savoirs, l'évaluation, certification, et l'archivage,
Ce sont les seuls qui archivaient. Hein. Tout ce qui se passait ailleurs avait des pérennités courtes, ou même encore aujourd'hui. Des diapos de congrès n'ont pas de pérennité. Hein. Aujourd'hui, tout ce qui est encore dans les journaux reste pérenne et en archive. On peut se poser même des questions sur des rapports d'agence, que je respecte, qui sont très bons, mais vous ne les trouvez pas dans les bases de données, PubMed ou d'autres choses comme ça. Donc il faut savoir où ils sont. Hein. Donc les revues, par leur base et tout, ont toujours été un socle de tout ça. Hein. Et ces sociétés savantes, qui étaient des associations bénévoles au départ, mais toujours, hein, après-guerre, ont eu, avant-guerre, avant les deux guerres et pendant les guerres, ont commencé à voir arriver les universités, qui ont commencé à prendre une part du gâteau. Parce qu'avant 1900, il y avait aux États-Unis des universités privées autres. Les universités ont commencé, bien sûr, il y a longtemps, mais c'était les sociétés savantes qui étaient seuls maîtres avec leurs journaux. Les universités sont arrivées, et puis dans les années 80 et 90, dans les pays développés, des agences. Hein, Agence du médicament, HAS aujourd'hui, et qui, elles aussi, ont commencé à prendre une part du gâteau de ce que j'appellerais la diffusion du savoir. Donc elles n'ont plus été seules, ces sociétés savantes, et elles ont commencé à devoir partager. Alors, ça, c'était pour moi un âge d'or des sociétés savantes, et que je fixe jusqu'à 1970-80. Alors mon propos est très biomédical par ma formation, mais par tout le travail qu'on avait fait avec Pierre Corvol ou tout, je pourrais parler aussi de la physique ou d'autres disciplines où il y a des variations par rapport à ce que je dis, hein, ou même l'économie ou d'autres choses, on pourra en parler. Je reste sur mon propos biomédical, et si vous avez des questions hors de la biomédecine, on pourra voir. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord eu, surtout dans certaines disciplines, mais pas toutes, hein, une arrivée du facteur d'impact. Le facteur d'impact, c'est un calcul d'Eugène Garfield, un linguiste de formation, documentaliste à Philadelphie, qui ne savait pas comment abonner sa bibliothèque et à quelle revue, parce qu'il y avait trop d'abonnements, hein, c'est 1963, hein, il ne savait pas quel abonnement choisir. Alors il a fait une petite équation en disant je vais m'abonner aux revues les plus citées par d'autres, donc qui ont de la notoriété. Lui, il était linguiste, il n'était pas scientifique, il a dit je vais prendre ça, et je vais m'abonner comme ça. Hein. Et puis finalement, il n'avait pas prévu le coup que les chercheurs prennent son facteur d'impact. Il n'avait pas prévu ce coup-là. Il le dit, moi je l'ai connu, hein, j'ai mangé plusieurs fois avec lui. Il n'avait pas prévu le coup, ça a fait sa fortune, il en est très content. Et il a toujours écrit, ne prenez pas le facteur d'impact pour évaluer la recherche, pour évaluer des chercheurs. Le facteur d'impact, c'est un indicateur de notoriété des revues, lesquelles sont les plus citées. Et je pourrais vous dire des horreurs pendant la crise Covid, des plus grandes revues, comme le New England Journal of Medicine, qui a publié des journaux, des articles d'horreur sur le Remdesivir, par exemple. Je dis d'horreur parce que c'était étude ouverte, sans comparatif, sur 55 malades. Le New England, qui fait que des anticancéreux avec 1500 malades pendant 5 ans, il a publié ça en sachant pertinemment que l'article ne tenait pas la route. Mais j'aurais été à sa place, j'aurais peut-être fait pareil. Pour la bonne raison que c'est le 3e article le plus cité de tous les articles Covid, le premier venant de France, vous vous en doutez, hein, et que cet article a fait monter son facteur d'impact comme c'est pas croyable. Donc si vous... Oui. Peut-être parce qu'il a été critiqué qu'il a... Oui, mais parce que le facteur d'impact est basé sur la notoriété, et plus vous écrivez que l'article ne vaut rien, plus le facteur d'impact monte. Donc, il vaut mieux, dans certains cas, publier un article, parce que le rédacteur en chef du New England est infectiologue de formation, hein, et il publie une merde sur le Covid. Mais il sait très bien que ça va faire la notoriété du journal. Mais oui, quand vous êtes rédacteur, mais oui. Non, vous êtes encore un peu innocente. Et restez-le. Hein? Donc les messages ont été aux chercheurs publiés beaucoup. On n'a pas posé de questions sur quelle est la qualité de ce que vous publiez, ça n'a rien à voir. Hein? Les messages ont été aux journaux, il faut augmenter les citations parce que vous aurez plus de notoriété. Donc les journaux sont tous joués le jeu
et n'ont plus cherché obligatoirement la qualité, ils ont cherché un certain nombre d'autres choses pour faire monter. On s'autocite, on cite les copains, je mange avec le rédacteur en chef aux États-Unis d'un collègue et on s'entend que moi je vais citer son journal et lui va citer mon journal, donc j'ajoute des références dans les articles pour faire monter la notoriété de mon journal. Ce sont des cartels de reviewers, tout ça c'est très connu. Hein. Et les messages donnés aux évaluateurs, au sens général, des chercheurs ou aux évaluateurs de la recherche, c'est dire vous avez un boulier, vous avez un truc, ça vous prend 10 minutes, et au lieu de lire ce qu'ont fait les gens, vous pouvez aller bouffer plus tôt. Je suis un peu réducteur et je suis provocateur. Les temps changent, mais j'ai un copain dans un CNU de médecine, il y a 2 ans, qui me dit cette année, on ne regarde plus le facteur d'impact. On a changé. Ah. Et après, en sortant, je lui dis comment ça s'est passé. On a discuté 2 heures de comment on allait faire, puis comme on n'avait plus le temps, on a pris le facteur d'impact. C'est Raoult qui doit avoir le plus gros facteur d'impact. Ben, Raoult a été exclu du classement du Point, vous l'avez vu, parce qu'il sortait premier. Voilà, c'est ça. Vous lirez le Point, vous avez vu, il y a un classement des experts. Raoult a été exclu. C'est-à-dire que le Point est quand même un tout petit peu plus vertueux que nos ministères. Ben oui. Non mais, vous pouvez l'enregistrer, hein, je n'ai pas d'étonnement. Donc, si vous voulez, avec cette histoire-là, il y a peut-être des économistes. Les économistes, ils mettent des dollars derrière les chercheurs. Hein. Ce livre est fait par un économiste australien, hein, et qui, en fonction du nombre de publications, de la notoriété, ils mettent des dollars. Tel chercheur, il vaut autant. Il y a un marché des chercheurs. Hein. Raoult a donc publié 3500 articles, hein, je vous le dis. Hein. Je l'ai épluché avec des journalistes. Il a les Rickettsy Raoulti, les Rickettsy Canberrensis, les Rickettsy Timonensis. C'est du délire. Alors qu'il a été très bon, hein, il y a 10 et 20 ans. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire... Je suis en train de dire qu'il dérive et que ça ne va pas, mais je ne suis pas en train de dire qu'il a été un mauvais chercheur. Hein. Ne faites pas le lien entre les deux choses. Je suis allé relire avec d'autres ses publications d'il y a 20 ans. Hein. Hein, il y a un gros déraillement. Oui, comme Montagnier, quoi. Benveniste aussi. Bon, ne me faites pas trop parler. Ah, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Non, j'ai plus de... Oui, mais Montagnier, quand il était à la télé et qu'il parlait de sa recherche, moi, je suis allé chercher les articles. C'était un préprint d'un mathématicien Pérez qui ne tenait pas la route. Hein, il disait à BFM TV, c'est publié. Moi, je suis allé chercher. Hein, ça ne tenait pas la route et ce n'était pas publié. C'était déposé sur une archive. Ouais, il faisait croire. Donc, ce qui fait que dans cette McDonaldisation de la science, aujourd'hui, et je ne rentrerai pas dans des détails, mais croyez-moi que les pratiques des chercheurs, dans beaucoup de domaines, ces différences selon les disciplines, se répartissent en 3 sortes de pratiques. Ce qui est à droite, qui est la fraude, qui est très rare. C'est très rare, la fraude. Ceux qui fabriquent et ceux qui inventent, c'est rare. Mais quand on les découvre, c'est toutes les télés et tous les journaux. À gauche, les jeunes qui ne savent pas tout et qui sont sous pression font ce qu'on appelle des erreurs honnêtes. Mais là au milieu, et je ne vous donnerai pas tous les chiffres, il y a plus de 50% des articles sont là. Et je dis, certains disent 80%, hein, le rédacteur du Lancet dit largement plus de 50%, c'est écrit. Hein. Les pratiques des chercheurs ont dérivé, ce qui fait que, et je pèse mes mots, et on pourrait en rediscuter, plus de la moitié des articles sont des contes de fées. On pourrait en discuter, hein, j'ai des preuves, on pourrait venir, il y a des enquêtes, il y a des tas de choses, il y a énormément de données. Alors, ce qui se passe d'abord sont les conflits d'auteurs, qui est le plus gros problème, hein, puisque c'est montré même à l'INSERM, aller chercher les données, que la première cause de dysfonctionnement d'une équipe de recherche, c'est un conflit d'auteurs sur un article, en volume. 40% des dossiers d'intégrité de l'INSERM sont un conflit d'auteurs au départ. Ensuite, il y a tout ce que fait M. Raoult, qui s'appelle des tortures ou massages de données. Hein. Alors, il y a tout un jargon, il y a tout un truc, on change les tests statistiques. Voilà. Tout ce qui sont les manipulations de revues, comme le fait très bien M. Raoult, puisque s'il a publié 3500 articles, c'est qu'il a plusieurs de ses salariés qui étaient rédacteurs en chef de revues, dont 2 qu'il a créés lui-même. Hein. Alors, revues qui avaient de la notoriété, parce qu'ils s'autocitaient, ils montaient. Donc lui, il a mieux compris que la plupart d'entre nous le système.
hein. Il faut le reconnaître. Oui, il rapportait 11 millions d'euros à la paix, parce qu'en médecine, vous rapportez de l'argent par vos publications, sur 66 millions. Donc, si vous voulez, c'était le roi de la piste. Hein. Mais il est toujours. On va changer de... Tout ce qui est lié à un intérêt, on pourra en parler, tout ce qui est financement, voilà. Et est arrivé dans cette après-guerre, donc d'une part la pression sur les chercheurs, publisher perish, avec ce facteur d'impact, et d'autre part l'électronique. Alors, 92, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux tout, à tout moment, et gratuit. Hein, c'est ça que je veux. Hein. Ben, on y est presque. Hein, 24 heures sur 24, je veux tout et tout gratuit. Hein. Alors, les journaux ont été pris dans une tourmente, hein, avec un certain nombre de modèles qui sont en compétition encore. Le chemin a été long, puisqu'on est parti 92, 94, de mettre des bouts de PDF sur des sites, et puis on arrive 20 ans plus tard à faire du smartphone. Hein. Moi, je forme beaucoup de jeunes. Ils ne savent pas ce que c'est une revue scientifique. Et je le dis de façon forte. Ils ont l'habitude d'aller sur Google ou PubMed et de descendre des articles. Le nom de la revue, ils ne savent pas quand vous leur parlez. Hein. Donc, si vous voulez, derrière la revue, il y a la société savante, il y a des communautés, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Hein, mais l'abord de la science n'est plus le même. Et comme les revues l'ont bien compris, elles se lancent toutes dans l'image. C'est-à-dire que maintenant, les articles sont une image. Allez voir dans les journaux. Bon, avec l'article, on fait une image. Et vous avez des générations qui ne lisent que les images des articles. Il faut bien voir que ça bouge très vite. Donc, je vous donnerai quelques exemples de tout ce qui s'est passé. Hein. Est-ce qu'on va sortir de cette époque que je viens de décrire? Je le pense, mais on va en sortir douloureusement et ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il s'appelle la résistance au changement ou des choses comme ça, sont quand même des choses contre lesquelles il va falloir lutter. Hein. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de choses qui se passent. La Hollande est très en avance, hein, en Europe, grâce à des scandales qu'ils ont traités. On aurait pu être en avance parce qu'on a des scandales, mais comme on ne les traite pas, on n'avancera pas. Hein, d'accord ? Alors, ce qui fait qu'il y a 3 modèles de publication qui, sur une vingtaine d'années, sont arrivés. Alors, le premier, c'est celui qu'on appelle vert. Alors, s'il y a des physiciens, des mathématiciens dans la salle, ça a commencé en 1991. Je dépose mes manuscrits sur une plateforme ouverte. Là, c'est Cornell, l'université qui la maintient. C'est la plus grosse. Et maintenant, c'est la façon exclusive de publier dans certains domaines de la physique et dans certains domaines des maths. On ne fait que comme ça. Alors, peut-être que les liens d'intérêt, peut-être que des conflits d'intérêt, l'argent n'est pas le même, il se passe d'autres choses dans certaines communautés. Hein, mais si vous voulez, moi, je mets mon manuscrit là, et puis on en discute. Et puis c'est fini, et je n'ai plus besoin d'un journal. Là, je crois qu'il y a au moins 2 millions d'articles actuellement, oui, 2 millions 100. Hein, et ça donne satisfaction aux gens qui sont là, et ça s'appelle des préprints dans le jargon. C'est-à-dire que j'ai déposé un manuscrit en ligne avant de le soumettre à une revue, et peut-être que je ne le soumettrai jamais à une revue. Alors, dans ce domaine, ça marche. Alors, ça s'appelle le modèle vert, parce que c'est gratuit pour l'auteur, et parce que pour le lecteur, c'est gratuit. Qui paye, c'est Cornell, mais qui ne maintient qu'une plateforme, et qui n'organise pas de comité de rédaction, d'évaluation ou d'autres choses. Ça ne peut bien marcher que dans des petites communautés, ça ne peut pas marcher de partout. Le deuxième modèle qui s'est développé, c'est le modèle qu'on appelle doré, gold. Avec cette open access, dans les années 95, les revues classiques qu'on connaît ont été confrontées à un modèle économique en disant ben nous, on vit des abonnements et on nous demande de mettre tout gratuit. Comment voulez-vous qu'on marche? Les gens ils vont payer des abonnements, puis ce sera tout gratuit pour tout le monde. Hein. Donc un Anglais d'origine polonaise, en 2002, a créé un journal en disant ben, mon journal il sera gratuit. Et en 2006, c'est créé à l'université de Stanford à gauche, la bibliothèque de l'université, le groupe PLOS, Public Library of Science, qui sont partis sur le modèle de dire ben, on n'a plus d'abonnement et on va demander à l'auteur de payer à l'acceptation du manuscrit.
Donc c'est de la revue classique avec un comité de rédaction, une évaluation par les pairs. Bon, ça devient des méga journaux, il y a d'autres façons de faire. Et il n'y a plus d'abonnement, mais l'auteur, il paye quand son manuscrit est accepté. Alors ça, c'est aussi contesté parce que c'est ce que je publie à compte d'auteur. Est-ce qu'ils vont plus accepter parce que la refus, c'est une perte d'argent, hein? Ils sont restés, c'est l'université de Stanford et les bibliothèques, ils sont restés sur un modèle assez proche du modèle classique des revues que nous connaissons, avec des refus, avec des acceptations, d'autres choses. Ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont diminué les prix, mais ils payent combien? Alors le prix de marché dans le biomédical, c'est du 2 à 4 000 euros. Oui, Nature, c'est 9 500 aujourd'hui. Nature, c'est 9 500. Donc là, je vous parle de revues qui se sont créées dès novo, 2006, sur ce modèle doré. L'auteur paye et il n'y a plus d'abonnement. Mais les vieilles revues, qui étaient sur abonnement, commençant à se faire tailler des croupières par ce modèle, se sont dit comment on va survivre. Alors, les vieilles revues, et je vous ai mis le Lancet ici, acceptent de rendre d'accès gratuit les articles pour lesquels l'auteur a payé. Donc si vous allez sur le Lancet aujourd'hui, vous avez des articles où il y a marqué Open Access et des articles où ça ne l'est pas. Là, c'est réservé aux abonnés et il faut soit être abonné, soit payer $50 pour le voir. Et là, c'est tout gratuit. Mais là, l'auteur a payé 5000 livres, qui est le prix de marché au Lancet, hein, et là, l'auteur n'a rien payé. Alors, je ne paye pas et mon article reste fermé pendant 1 an, et je paye, va derrière tout ça, est-ce que ce sera plus flou? Donc, ce modèle économique de Doré a fait arriver sur le marché d'autres journaux. Alors, je vais vous décrire les revues prédatrices, mais sont arrivés 2 groupes actuellement, qui s'appellent MDPI et Frontiers, qui eux ont dit on va faire pareil, mais moins cher et plus vite. C'est-à-dire qu'ils voient 3000 $ par Stanford de PLOS et ils se mettent à 1500. Et puis ils voient que les journaux prennent 3 mois pour prendre une décision. Eux, ils publient en 2 ou 3 semaines. Sous-entendu, l'évaluation à part les pairs ou le peer review n'a pas la qualité de ce qu'elle est faite ailleurs, puisque MDPI, que je connais bien par ailleurs, a quand même 2000 salariés en Chine, ils sont en Suisse, ils sont à Lausanne, 2000 salariés en Suisse qui sont des PhD et qui font du peer review à la va-vite, payer la vacation, et qu'on fait signer par un leader qui peut être l'un de vous. Donc on est tombé dans un domaine purement mercantile et on va le détailler. Donc voyez bien qu'il y a un modèle vert qui ne va qu'à certaines disciplines, un modèle doré qui est parti largement, et puis il y a un modèle diamant. Je suis parfois assez sévère sur les universités. Je pense que le modèle diamant, c'est les institutions et les universités qui disent on va faire nos journaux, on va tirer un bras d'honneur à tout ce système. Hein. Alors, vous avez un truc qui marche comme le Wellcome Trust, qui a fait le Wellcome Open Research. Dans le Wellcome Trust, dès qu'il donne de l'argent, dans le contrat, il y a marqué « Vous viendrez publier dans mon journal ». Je vous donne de l'argent à condition de publier dans mon journal que je finance et l'accès est gratuit. Journal qui marche avec des pairs, une évaluation de haute qualité. Hein. C'est comme l'INSERM, si l'INSERM faisait son journal. Voilà. De l'autre côté, Gates a fait pareil. La fondation Gates a son journal. Quand vous avez de l'argent de la fondation Gates, vous signez que vous publierez dans le journal de la fondation Gates, qui marche sur d'autres modèles, mais avec très strictement des niveaux d'évaluation et compagnie très forts. Hein. Que ce soit le Wellcome Trust ou Gates, il y a déjà eu une évaluation sur le protocole et au moment de donner de l'argent. Donc on leur dit, vous publierez chez nous, quels que soient vos résultats. Ce qui diminue la pression sur le chercheur de raconter des contes de fées.
Ce qui diminue la pression sur le chercheur de raconter des contes de fées, puisqu'il aura l'assurance qui sera pris là, bien sûr avec un peer review, avec de la rigueur. Donc se sont montées des revues Diamant, et actuellement il y a Paris Université qui voudrait faire pareil. Hein. Ils ont lancé déjà un journal, Emerging Neurologist, ils sont en train de faire des livres gratuits, mais je suis parfois sévère vis-à-vis des universités, parce qu'ils n'ont pas toujours compris qu'un journal c'était un métier. Je suis assez sévère. Ils ont très bien compris qu'un journal, c'était des chercheurs qui écrivent. Ils ont très bien compris qu'un journal, c'était du peer review, et ils savent le faire, de bonne qualité. C'était sélectionner des articles. Mais ils commencent à se rendre compte d'une chose, que si vous n'êtes pas sur iPad, sur smartphone, et si vous ne faites pas de la pub, du marketing et compagnie, vous n'arriverez pas à émerger dans le système. Hein, si vous n'avez pas des outils avec les réseaux sociaux et tout. Donc, certains montent des journaux qui sont de haut niveau universitaire, très bien fait. Mais ils n'ont pas compris qu'il fallait des gens de marketing. Voilà, c'est pas assez fort? Vous m'entendez bien? Oui. Ok, merci. Donc, voilà les 3 voies qui sont en compétition entre elles. Et au milieu de ces 3 voies sont arrivées, et aujourd'hui il y en a 16 000, ce qu'on qualifie de revues prédatrices. Et alors les revues prédatrices, il y en a 16 000. Hein. Dans le domaine sciences, technologies, médecine, il y a 30 000 revues à comité de lecture en langue anglaise. Hein, d'accord ? Il y en a 16 000 qu'on appelle de prédatrices. Alors je vais vous expliquer comment ça se marche. J'ai les photos en Inde des gens. J'ai les photos d'un mec à Hyderabad. Hein. Il est informaticien, il est au chômage depuis toujours. Hein. Et puis il s'aperçoit qu'il y a des gens prêts à payer pour publier. Hein, c'est 2010-2012. Donc il prend des grands journaux, dans l'occurrence là je connais sur Chest, et il fait dans la nuit Journal of Chest, et il crée un journal qui s'appelle Journal of Chest, et il a volé des articles de Chest, donc il a un numéro 0. Ensuite, par des robots, il va dans les moteurs de recherche, dans ce cas-là PubMed, et il va siphonner tous les emails des pneumologues ou des gens qui publient dans le domaine. Et il va leur envoyer des emails en leur disant « Vous êtes le meilleur dans votre discipline, nous avons besoin de vous, et au lieu de faire payer 2000 €, nous on en demande 500. Et puis au lieu de prendre 3 mois, vous serez publié dans 15 jours. » Et ce message, très flatteur, moi j'en reçois encore toujours, grâce à vous, hein, a relativement marché. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chercheurs ont publié dans ces journaux. Alors, par exemple, ce sont des articles qui sont dans ces journaux que je connais. Moi, je vois l'auteur, là. Il vient me voir un jour, il me montre cet article, c'était en Côte d'Ivoire, il me dit « Je suis content, j'ai publié ça. » Je dis « Ouais, c'est bien. » Je lui dis « Comment vous avez fait ?» Alors, je remarque tout de suite qu'il a été envoyé le 28 février, et 23, accepté le 20, envoyé le 20 février, accepté le 23 et publié le 26. Hein, donc, il a été publié dans la semaine. Hein, d'accord, hein? Ouais, 3 semaines, ouais, voilà. Hein. Alors, il a payé 200. Alors, je vais voir le journal, je commence à lui expliquer gentiment que c'est un peu n'importe quoi, que le facteur d'impact est inventé, qu'on demande 600, 700, mais qu'on lui a demandé 200. Pourquoi? Hein, qui fait de tout. J'écris à Lissotti, j'écris à deux mecs de l'éditorial board, dont je trouve les emails, et qui me disent on ne savait pas qu'on était là. Hein, les adresses sont fausses, hein, avec un académicien de l'Académie de médecine, on en a trouvé là, les adresses sont fausses, on vient d'en trouver un parce qu'il s'est fait prendre, hein, les adresses sont fausses. Hein, et il me dit je viens vous voir, ce gentil garçon, parce qu'on a publié un 2e dans le même journal. Ah bien. Vous avez payé combien? 400. Ah bon? Et vous aviez payé 200? Je viens vous voir parce qu'on a un 3e accepté, il nous demande 800. Donc ils avaient trouvé le poisson. Hein. Là, ils en ont trouvé un à l'Académie de médecine il y a 6 mois, hein, auquel, comme c'est un grand leader, auquel on lui a dit « Vous ne paierez pas. Parce que quand vous avez des gros poissons, vous les prenez, et après, vous envoyez les emails. Monsieur a publié chez nous. » Alors lui, il s'en est aperçu après. Hein, parce qu'après, vous ne pouvez plus faire enlever. Donc, si vous voulez, ce petit gars dont je vous parle, avec sa femme, il fait 7 journaux, il donne une interview à l'Indian Express, j'ai les liens, hein, en expliquant son nouveau métier.
et que maintenant, c'est le roi de la piste. Hein? Il fait 7 journaux, il touche 200, 400 dollars presque tous les jours comme ça, qui tombent tout seul, et il sait très bien faire des journaux. Donc oui, allez-y. Les revues prédatrices, elles sont surtout localisées en Asie ou il y en a un peu fort? Alors, les revues prédatrices, où sont-elles localisées? Au départ, il y en avait en Égypte, il y en avait au Nigeria, mais maintenant, c'est essentiellement l'Inde. Hyderabad et tout. La Chine, il y en a eu, mais ils savent prendre des mesures en Chine que d'autres pays ne savent pas prendre. Hein. Donc en Chine, il n'en sort plus maintenant de revues prédatrices. Ils ont nettoyé. Alors, je n'ai pas les détails du nettoyage. C'est uniquement par électronique, c'est pas... Non, il n'y a pas de papier. Non, 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 ça leur coûte rien. Hein. Ça leur coûte rien. Hein. Et c'est que des machines qui font tourner tout ça. Hein. Et maintenant, ils commencent à faire du peer review avec ChatGPT. Hein. Donc, si vous voulez, le peer review est fait dans la soirée. Il est toiletté par un PhD qu'on paye 10 dollars. Et puis voilà. Hein. Donc, et il n'est pas obligatoirement mauvais. Hein. Il y a des erreurs, il y a des tas de choses. Hein. Donc, il a fallu 2019 pour avoir une définition de ce qu'étaient ces revues prédatrices et comment comprendre ce phénomène qui a émergé en 2012. Hein. Et les chercheurs, ils vont, parce qu'ils ne sont pas satisfaits du système actuel de revues académiques, qui prennent du temps. Hein. Parce qu'ils ne savent pas que c'est des revues illégitimes, parce qu'ils voient que ça va vite. Hein. Ah oui, oui, oui. Je ne vous donnerai pas de nom, mais moi j'ai eu des engueulades avec des gens à Paris à n'en plus finir. J'écris à un mec que je ne connais pas, vous avez publié dans une revue prédatrice, un grand prof là, dans le grand hôpital. Putain, 20 minutes, je me fais insulter. Au téléphone, il trouve mon téléphone. Le co-auteur m'appelle, 40 minutes d'insultes, ok hein. Et un an après, un petit email de remerciement. Menace de l'identité, on ne publie pas assez, la pression. Des collègues utilisant ces revues ont des promotions. Ça commence à diminuer en France, mais il y a eu des gens promus sur un certain nombre d'articles dans ces revues. Mais le facteur d'impact de ces revues est faible. Ils n'ont pas de facteur d'impact, ils inventent des faux facteurs d'impact. Par contre, MDPI et Frontiers, pour des raisons que je ne vous expliquerai pas en détail, ou on pourrait, sont réussis à avoir des facteurs d'impact, pour des raisons aussi mercantiles ou autres. Hein. Alors, ce qui fait que, après 2 ans de travail, il est sorti un rapport que je vous conseille, parce qu'il a un résumé aussi en français en 26 pages, un grand rapport, j'ai participé aux enquêtes, de l'IAP, c'est le réseau des académies des sciences. Donc, il y a 149 académies des sciences qui l'ont signé, dont la France, hein, mais je ne sais pas s'ils l'ont lu, je n'ai pas demandé. Hein. Et ils ont dit que la distinction entre ces revues prédatrices que je viens de vous donner et une zone grise, et je vous ai cité MDPI Frontières, je pourrais vous en citer d'autres, hein, devient de plus en plus perméable. Hein. Et actuellement, il se passe des choses qui font qu'on ne sait pas comment lutter. Alors, on fait des listes positives en disant il faut aller que là, des listes négatives, il ne faut pas aller là. Ça, c'est extrêmement compliqué à tenir à jour. On passe. Donc ils ont fait tout un système pour classer les revues, mais je vous passe sur les détails. Alors ces revues de faible qualité qui ne sont plus les prédatrices dont j'ai parlé, parce que maintenant les gens commencent à se rendre compte des prédatrices. Et les gens commencent à éviter les fausses qui sont en Inde, sauf Martine Vonner pendant le Covid, qui après 4 refus paye 88 € pour publier dans l'Indian Journal of machin. Et puis dire j'ai publié 88 malades sur la chloroquine. Hein. Ça a pris une nuit. Hein. D'accord ? Donc si vous voulez, ces maisons commencent à être professionnelles. Quand j'ai défini les prédateurs, ils faisaient des emails à partir de PubMed et ils acceptaient des soumissions d'articles en attachement à un email. Maintenant, ces revues, elles prennent des systèmes pour soumettre en ligne. Elles sont devenues très très professionnelles. La plus grosse est en Omics en Inde. Et elles sont très fortes pour faire beaucoup d'argent. Je vais vous montrer quelques chiffres. Hein, et pour menacer le système académique, parce que là, il n'y a pas de société savante. Il n'y a pas de comité éditorial académique. C'est tout géré par quelques personnes qui mettent des noms et des photos qu'on a piquées sur Internet. Et je suis sûr, si vous me donnez tous vos noms, que je trouve certaines de vos photos sur certains de ces journaux. Ça me prendra peut-être 2 jours, mais j'en suis sûr. Hein ? Oui, si vous avez un peu publié et que vous avez des articles dans des bases, vous avez été pris. Hein ? Vous aurez votre nom. Hein ?
Donc moi, avec un copain à Bordeaux, on a mis 2 ans à enlever son nom, par des menaces, en disant qu'on allait attaquer et compagnie, mais on ne peut pas attaquer. Hein. Ils ont enlevé son nom, et puis la revue a été vendue d'un prédateur à un autre prédateur, et sa photo est ressortie. Donc si vous voulez, il y a tout un marché, et ça, elle était faite en Inde, ces 2 étaient faits en Inde, mais par des gens qui m'aident au CIRAD, on trace les URL, et on a vu qu'un paquet de revues de Hyderabad ont été vendus à des Belges et à des Anglais, et ils ont changé les noms. Donc c'est les mêmes revues qu'on redonne à d'autres avec des adresses ailleurs ou quoi que ce soit, parce que quand on commence à s'apercevoir que c'est une vraie prédatrice, ils changent et c'est un marché que vous n'imaginez pas, Bentham ou d'autres. Par exemple, les chiffres d'affaires de MDPI, qui sont par un Anglais qui les a trouvés, hein, la source est bonne, par un certain nombre, mais qui ne sont pas publics. Hein. Donc MDPI à Lausanne, aux frontières, vous avez les chiffres d'affaires. Et pour ceux qui ont travaillé, je ne sais pas où, au CNRS ou autre, vous avez mieux fait de faire ça. Hein, parce qu'en 2015, ils ont eu 14 millions de chiffre d'affaires. Et en 2021, ils avaient 294 millions. Vous connaissez beaucoup d'industries dont le chiffre d'affaires augmente aussi vite. On est à Curie, je ne crois pas qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires. Bon, ce n'est pas le même modèle économique, hein, mais à cette vitesse-là. Donc vous voyez la vitesse. Hein, on n'a pas encore le 2022, là. Hein, on est en train de le chercher, mais là c'est fiable, hein, d'accord, hein. Donc vous voyez que ça monte à une allure folle. Il n'y a que le CIRAD en France, que certains connaissent peut-être, hein, qui est le centre d'agronomie, moi avec lequel je travaille beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup sur ces problèmes, et ils m'aident beaucoup, et on s'aide beaucoup à trouver le truc, qui a fait un rapport sur MDPI, rapport interne non public, parce que bien sûr, ils ont eu les avocats de MDPI sur le dos et des menaces. Hein, ça n'a pas dû traîner. Hein. Moi, j'ai eu quelques frayeurs. Je veux beau être enregistré, là, je ne crains pas, je fais attention. Mais tous les gens qui disent ce que je dis reçoivent une petite lettre gentille d'un avocat de temps en temps. Hein, d'accord, en disant qu'on n'y connaît rien. Bon, c'est peut-être vrai. Hein. Donc, ils n'ont publié qu'un résumé. Hein, et ils interdisent à leurs chercheurs, parce qu'ils avaient 16% des chercheurs, ils sont 900 chercheurs, je crois, je ne sais plus, 16% des chercheurs qui publiaient dans Frontières et MDPI, et qui publiaient à toute vitesse, et qui peut... De toute façon, en France, actuellement, quand vous allez chercher les budgets des coûts qu'on paye aux revues, hein, quand vous allez au ministère et que vous regardez combien d'argent part à ces revues, le premier groupe, c'est Springer, le deuxième, c'est MDPI, le troisième, c'est Frontières, et le quatrième, c'est Elsevier. Hein. Donc, si vous voulez, ces 2 qui n'existaient pas il y a 15 ans, sont devenus les rois de la piste. Hein. Alors, le CIRAD essaye d'empêcher ses chercheurs de publier dans ces revues, hein, mais avec grande difficulté. Je dis la complicité des sociétés savantes parce qu'en dehors du domaine biomédical, il se passe des choses, c'est que ces groupes, maintenant, ont compris qu'il fallait attirer les sociétés savantes. Alors, dans le domaine médical, il y a la Société européenne des hernies, qui, mécontentes de Wiley, avec lequel ils étaient depuis toujours, sont partis chez Frontières. Avec ce raisonnement, Frontières, il nous prendra moins cher et il fera plus vite. Donc si vous voulez, on va se vendre à eux, ils vont tout nous gérer, nous on s'emmerde plus à faire le peer review, à faire tout ce boulot que notre société savante faisait, on avait un comité de rédaction, ça nous prenait du temps, Wiley nous emmerdait, compagnie, ça prenait 3 mois, 6 mois et compagnie. On va chez Frontières, en 3-4 semaines, tout est réglé et on ne s'occupe de plus rien. Donc c'est la première en médecine qui soit passée. Il y en a environ 60, toutes disciplines, qui sont passées chez Frontières. Donc vous voyez, il y a une espèce d'aspiration des revues maintenant par des groupes purement mercantiles, parce qu'ils se vendent au diable, mais c'est plus eux qui possèdent le peer review et compagnie, ils se vendent, d'accord ? Mais ils se vendent pour aller plus vite et moins cher. Hein ? Donc il se passe beaucoup de choses actuellement. Et je terminerai sur quelques diapos pour vous dire que ce qu'avait dit l'Académie des sciences en janvier 2011, Académie des sciences, sur la bibliométrie, hein, et qui avait dit qu'il fallait arrêter le facteur d'impact et qu'il fallait changer tout ça, ça n'a eu aucun impact. Dora, qui est arrêté le facteur d'impact, signé par des chimistes biocellulaires à San Francisco fin 2012, signé par l'INSERM, le CNRS et tout le monde, disant qu'il faut changer l'évaluation des chercheurs pour se sortir de ce système, n'a pas eu beaucoup d'impact. Aujourd'hui, ça commence à changer un peu. Hein.
Alors, il y a des propositions, parce que c'est facile de dire on ne prend plus le facteur d'impact et puis on fait autre chose. C'est une facilité. Mais on fait quoi? Et ça, c'est grosse difficulté. Alors, il y a des top facteurs pour la transparence qui existent aux États-Unis et que certains 300 revues commencent à essayer de promouvoir, dont je ne vous détaille pas toutes les choses, mais qui sont basés sur l'évaluation sur la science ouverte. C'est-à-dire le chercheur qui partage ses données a plus de points que le chercheur qui ne partage pas. Le chercheur qui collabore a plus de points que celui qui ne partage pas. Le chercheur qui publie sous forme de prépublication, préprint et machin a plus de points que celui qui ne le fait pas. Celui qui donne ses codes a plus de points que celui qui ne le fait pas. Tout ce qui va dans le sens de la science ouverte. Et même en Europe, il y a des signatures qui vont un tout petit peu plus loin en disant, c'est pas encore dans les mœurs, hein, il n'y a pas que les articles pour évaluer un chercheur. C'est écrit, hein. Comité européen, l'appel de Paris et compagnie, hein, le G7. Sous-entendu, un chercheur qui a fait une chaîne YouTube qui est très populaire et qui fait énormément de choses, peut-être qu'il a de la valeur. Il publie peut-être pas, mais peut-être que sur l'impact du grand public, oui, peut-être que sur l'impact du grand public ou autre. Donc il y a des choses un peu changeantes et il peut se passer des choses un jour. Donc ce qui fait de mon tableau, où je vous ai dit que les sociétés savantes étaient les reines de la piste avant les guerres, qu'il y a eu une espèce de phase de McDonaldisation de la science, de pression. La pression, c'est vrai, est en train de baisser. Tout le monde a compris qu'on avait un peu trop dérivé. Alors, est-ce que les sociétés savantes reprendront la main sur les journaux? Pour moi, je n'en suis pas absolument sûr. Hein. Je suis même un peu pessimiste actuellement quand je vois certains de mes collègues qui nient le fait qu'il se passe des choses. Hein. Alors le CNRS, vous le savez peut-être, avec grande difficulté, par un petit noyau, et ça a du mal, vous vous renseignerez au sein du CNRS, a publié un petit truc en disant nos chercheurs ne devraient plus payer pour être publiés. C'est-à-dire qu'ils ne devraient plus payer à compte d'auteur dans ces journaux. Il y a une recommandation du CNRS là-dessus. Hein. C'est-à-dire n'allez plus dans ce modèle doré où on paye. Sur le fond, ils ont raison. Sur la forme, ils vont aller où pour publier? Hein, c'est ça le problème. Hein, parce que quand vous avez Nature qui vous dit 9 500 $ et vous lui dites ton truc, tu ne vas plus dans Nature. Donc le bras de fer est encore très fort, hein, encore que Nature n'étant pas une revue de société savante, hein, d'accord ok, hein. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas encore réalisé, mais le bon signe, c'est qu'on a compris ce qui se passait. Je vous remercie. Je suis prêt à toute question. Je vous remercie pour ce vent d'optimisme. Oui, on peut le dire comme ça. Non, c'est une boutade, mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une prise de conscience un peu à tous les niveaux que le modèle qui avait été imposé par Garfield et ses successeurs était un modèle qui menait vers une impasse. Et je connais de bons scientifiques, en particulier un de mes collègues que j'apprécie beaucoup, qui finissaient, par exemple, par ne plus siéger dans les commissions du CNRS que par ce genre de facteurs. Et j'ai essayé de discuter avec lui, mais tu ne peux pas continuer comme ça, parce que sinon, il n'y aurait aucune innovation. Parce que souvent, les choses nouvelles commencent par des petites informations. On n'a pas le temps de peaufiner. Donc, c'est un gros problème. Et en fait, le problème aussi, c'est que, du moins dans les organismes officiels, les chercheurs sont jugés finalement par leur production. Que ça soit sous forme de publication ou d'autres, par exemple dans certains secteurs, on va juger par le nombre de brevets qu'ils déposent. Oui. Ça aussi. Je ne sais pas si par le nombre de brevets acceptés, mais en tout cas, le nombre de brevets qu'ils déposent. Je veux dire que tous ces critères qui sont basés sur la quantité plus que sur la qualité vont obligatoirement mener vers une impasse. On ne peut pas continuer comme ça. Bon, mon rôle n'est pas de faire des grands discours, c'est simplement de dire une première réaction comme n'importe quel auditeur pourrait en avoir. Et maintenant, je vais ouvrir... Attendez, j'ai la lumière en plein dans les yeux.
Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais ouvrir la discussion en demandant à ceux qui veulent s'exprimer de bien vouloir lever le bras. Et puis... Bon, alors... Es-tu bon, il faut que je te fasse... Attention. Non, mais c'est très important. Là, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on doit dire aux jeunes qu'on commence la recherche maintenant. Avant, on nous disait il faut publier dans des bonnes revues, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça vaudrait mieux dire ne publiez pas. Non, je crois que votre position est extrémiste, je la comprends. Oui, mais je pense qu'il faut leur dire publiez moins, mais mieux. Il faut faire très attention. Oui, publiez moins, mais mieux. Voilà. Oui. On peut se demander si on ne peut pas, en quelque sorte, dire que vous avez le droit à un nombre limité de publications par an, de façon à ce que vous travaillez plus. Il y a des universités australiennes qui ont mis la règle des 5, c'est-à-dire qu'un curriculum vitae doit se limiter à 5 articles de moins de 5 ans. C'est plus intelligent. Oui. J'ai vu le Chief Operating Officer et compagnie, il me dit que ça marche un peu. Donc un curriculum vitae, c'est 5 articles de moins de 5 ans. Point barre. Ça fait mal, hein. Vous vouliez le micro, monsieur? Attendez, c'est moi qui dis tout. Parce que sinon, il y aura 2 personnes qui parlent. C'était un peu autrefois une règle aussi au milieu de la chimie. On estimait qu'un chimiste qui faisait des synthèses ne pouvait pas avoir plus d'une publi par an pour faire des publications sérieuses. Parce que c'est vrai que c'était un gros travail et qu'après on a vu apparaître des pseudo-publications. Mais les chimistes, ils ont la spécialité du one-shot. Vous l'avez pratiqué, le one-shot? Le one-shot chez les chimistes, c'est « Dis mon petit, ça a marché, tu le refais pas. Ça n'a pas marché, tu le refais 10 fois. » Oui, c'était ce qu'on nous a Ah, d'accord. C'est ce que font les chimistes en général. Oui, les chimistes, c'est comme ça. Ou une réaction qui marchait, il fallait la reproduire. Voilà. C'est-à-dire, si ça marche, on ne touche plus, ça a marché. Oui, madame. Bon, quand même, dans les commissions, il y a 2 rapporteurs par chercheur. Ça change dans certains domaines. Et j'ai du mal à croire que les rapporteurs puissent passer à côté de la valeur exacte des publications. Alors, c'est public sur mon blog. Monsieur Fougère, PUPH à Tours de gériatrie, a été nommé par le CNU, où figurait sur le CNU une de ses co-autrices, d'accord, et qui a été rapporteuse, et il a 9 articles plagiés et rétractés. Monsieur Fougère, vous l'aurez sur mon blog, j'ai eu des ennuis avec le doyen. D'accord. Il a été nommé contre un candidat local qui était prêt depuis toujours, d'accord, et qui m'a gentiment téléphoné en me disant « Vous ne pouvez pas m'arriver mieux, parce que maintenant je suis installé en ville et je suis le roi de la piste. Et les malades ne vont plus au CHU et ils sont tous chez moi. » Il n'y a pas eu de réaction locale. Si. Ah si, il y a toujours des réactions. Donc la commission Théodule de la faculté s'est réunie, et ils ont pris 2 décisions. Ils l'ont reçu et il a juré qu'il ne referait plus de plagiat. Première décision. C'est écrit ça, chez le truc. Et puis deuxième décision, je vous le donne en 1000. On va former les jeunes. C'est écrit dans le rapport de la commission de la faculté. On l'a reçu et on a pris 2 décisions. Voilà, c'est écrit. Je m'engage à, si vous m'envoyez un email, je vous le donne, le compte-rendu. Donc vous voyez, ils prennent des mesures. Oui, vous avez pas beaucoup évoqué, mais ce n'est pas possible de tout évoquer. Est-ce que vous entendez? Oui. C'est aussi la façon dont les chercheurs eux-mêmes présentent leurs résultats pour essayer d'être publiés. C'est ce qu'on peut appeler l'embellissement des résultats. Et c'est savoir comment lutter contre cette tendance, parce que entre l'embellissement et puis finalement la falsification, la frontière est parfois un petit peu mince.
Et il y a un problème majeur qui est fort dans les disciplines très compétitives. Eh bien, on s'arrange pour que ça passe, quoi. Et quand je dis qu'on s'arrange, c'est qu'on tripote un petit peu les résultats. On élimine un petit peu le négatif pour ne laisser que le positif. Et ça, c'est un problème qui me turlupine aussi depuis longtemps. Bon, il y a d'autres peut-être... Je vous donnerai un cas fréquent et vrai. Les plus grandes déviations sont dans les essais cliniques, parce que là, c'est très difficile de trier le vrai du faux, d'autant plus quand souvent les auteurs concluent en disant c'est prometteur, on va compléter ces résultats. Et là, je crois qu'il y a souvent une interprétation des résultats qui laisse à désirer. Oui, c'est le pire du pire, je pense. Oui. En somme, plutôt que de juger un chercheur sur ses 157 publications ou 318, on lui demande quels sont les 3 meilleurs, et là, on peut les lire. Voilà. Tout le monde est d'accord, mais personne n'est prêt à le faire parce qu'on attend que quelqu'un commence. C'est ça. Mettez-vous à la place d'un jeune doctorant. Cavray en Hollande. Il a 4 variables, il fait une petite étude pilote, ça va être sa thèse. Hein? A, B, C, D, E. Les 4 variables marchent bien. Il passe 2 ans, il n'y en a qu'une qui marche, et il y en a 3, c'est complètement foireux. D'accord? Et la une qui marche, c'est pas grand-chose. Il a passé 2 ans, et il a besoin d'un article pour sa thèse. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il a 4 solutions. La première, je publie que la variable A, et je ne dis pas qu'il y avait B, C, D, E, et j'en parle nulle part. Et ça marche bien. La deuxième, je publie la variable A, puis je dis qu'il y avait B, C, D, que je mets dans un petit coin d'annexe électronique ailleurs. A priori, personne n'ira le voir. D'accord? Ouais, c'est quand même bien. La troisième, je dis tout. Je dis que A marche, que B, C, D ne marche pas. Et la quatrième, je reprends pour 2 ans et je ne passe pas ma thèse. Alors tout le monde répond, mais je vais faire un article en disant que A, ça marche et que B, C, D ne marche pas. Et le reviewer du journal, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, c'est bien mon petit gars, mais il faudrait refaire ça. Hein? Il va vous dire, vous en prenez pour 2 ans. Donc il est face à, est-ce que j'ai ma thèse ou est-ce que je n'ai pas ma thèse? Et pour avoir ma thèse, il est plus simple de dire que j'ai travaillé que sur A et que de le publier comme ça. Et si vous voulez, sur une enquête sur des thésards allemands, c'est 50% des thésards allemands qui avouent avoir fait ça. Une enquête sur 207 thésards allemands. Et il vient d'y avoir une enquête similaire en Hollande. Non, en France, on ne fait pas d'enquête en France, on ne doit pas savoir faire. En gros, gardez l'idée que 50% des publications sont des contes de fées. Là, je vous donne un exemple, qui est un exemple vrai, qui vient de Hollande. Bien sûr, je pense que c'est arrivé à personne dans cette salle, hein, ce qui me rassure, parce qu'au moins la moitié des gens sont menteurs. Ce qui est normal. Hein. Je n'accuse personne. Oui, je pense que... mais qui ne sont pas reproductibles non plus. Alors, je pense qu'en médecine, il y a plus de 50% de publications et de résultats qui ne sont pas reproductibles. Alors, il y a 3 grosses études sur la reproductibilité, qui sont toutes assez similaires. Une dans les sciences sociales, l'autisme et compagnie, une dans la biologie du cancer, et puis une troisième dans d'autres biologies, qui montrent toutes que 33% des republications, 33% sont à peu près reproductibles, 33% ne sont jamais reproductibles, et pour 33%, on reproduit un petit peu. Et cette étude qui est publiée dans Science a été d'essayer de reproduire 100 publications en parlant aux auteurs qui avaient fait le truc au départ, 5 millions de dollars et compagnie. Donc en gros, alors je ne dis pas qu'ils fraudent tous, d'accord, donc, et la reproductibilité, ça a commencé à en parler en 2014 à Cardiff Sciences Sociales et à San Francisco, M. Begley. Et ça s'est appelé le Repligate. M. Begley,
qui part en retraite de Amgen à la Paillasse et qui a passé sa vie à refaire à la Paillasse d'Amgen à San Francisco des publications de Science, Nature, de journaux au-delà de 10 facteurs d'impact, en a fait 51 et n'en a reproduit que 6 à l'identique. D'accord ? Il demande à son conseil d'administration d'Amgen de présenter ses résultats à un congrès. On lui donne l'accord. Il va au congrès et il dit « Regardez, moi, pendant 30 ans, j'ai fait 51 publications de grands journaux, j'en ai reproduit 6. » Le pire moment de sa vie. D'abord, les chercheurs qui reproduisent, c'est ceux qui n'ont pas d'idée. Les chercheurs qui reproduisent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et ça s'est appelé le Repligate, hein, c'est-à-dire dans les premières années 2014-2015, et à Cardiff ça a été pareil, les gens qui ont commencé à répliquer ont été mis au banc de leur société savante. C'est quelque chose qui ne se faisait pas, je vous signale, avant 2014, sauf dans certains cas. Donc, à guise de conclusion, quels seraient donc les modèles pour être publiés, en publication? Quels seraient les compromis? Je balance énormément. Vous me posez sur le modèle de publication. Je pense qu'avant ça, il y a réformer la recherche, le facteur d'impact, la déontologie, les pratiques. Hein, et comme on ne va pas parler des vieux, on va former les jeunes. D'accord. Bon, mais ça prendra 50 ans, mais ça marchera quand même. Mais voilà. Alors, le modèle de publication... moi, je suis très partagé, je ne sais pas bien. Hein. Le modèle des mathématiciens et des physiciens qui est gratuit sur des plateformes n'est pas transférable dans toutes les disciplines, alors que c'est probablement un des meilleurs. Hein. N'est pas transférable de partout pour des tas de raisons. Alors, le modèle payant, auteur-payeur, ce n'est pas un très bon. Hein. Et le modèle gratuit diamant que les universités voudraient faire, je pense que ça va être trop compliqué. Donc, je suis flou sur la réponse. Alors, par contre, Wellcome Trust ou Gates Foundation, moi j'y crois beaucoup, parce que, et ça, c'est un modèle qui s'appelle Registered Reports, c'est-à-dire qu'on accepte le financement qu'à condition, dans le dossier de financement, on sache dans quel journal ça va être publié. Parce que si on accepte un projet, c'est quand même qu'il a été évalué, hein, et qu'il tient la route. Hein. Donc la moindre des choses, c'est de publier tout ce qui est financé. Et une Allemande, Shell, a montré que dans ce modèle-là, l'hypothèse nulle de départ n'était supportée que dans 45% des cas, alors que dans les anciennes hypothèses, c'est 90% des cas. Sous-entendu, si le chercheur est sûr qu'il publiera ses résultats, il ne fait moins de comptes de faits. Ça, c'est prouvé. Ben, si quand vous avez le financement de l'ANR, on vous dit de toute façon, quels que soient vos résultats, ils seront publiés là, vous êtes plus cool. Registered Reports, Nature est parti là-dessus, je pourrais vous donner le détail, il y a des gros rapports dans Nature Human Behavior là-dessus. Registered Reports, l'acceptation se fait sur protocole et ne se fait plus sur résultat. Bien sûr, il y a un deuxième peer review avec les résultats, hein, pour ne pas être insultant, faux ou n'importe quoi, hein, mais le peer review est sur protocole. On y vient. Hein. Ce que je vous ai montré, le facteur de transparence, c'est ça aussi. Hein. Oui, voilà, vous m'entendez là? Alors, une remarque et une question. Je vais commencer par la question que vous avez déjà effleurée. C'est probablement très variable d'une discipline à l'autre. Moi, je viens des mathématiques. En général, il y a des gens qui sont capables de relire et de vérifier ce que vous avez écrit. Bon. Même si dans certains cas, il faut parfois plusieurs années et plusieurs dizaines de personnes pour vérifier. Mais il y a cette capacité, il n'y a pas besoin de moyens sensationnels et chers pour répliquer. Alors, la physique, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une grande variété. Oui. Et l'observation se relie à une chose que vous avez déjà mentionnée, c'est que c'est tout le système de promotion, de carrière, etc., qui tire vers ça. Puisque les évaluations, il ne faut pas qu'elles prennent trop de temps, trop de charges, etc. Donc, on a trouvé ces solutions plus simples, même si elles sont... Et ça,
ça va bien au-delà de l'évaluation des personnes et des carrières. C'est aussi l'évaluation. C'est le système. Voilà, c'est le système. C'est aussi l'évaluation des institutions et c'est aussi les comparaisons internationales. Quand on regarde les comparaisons internationales, la qualité de la recherche française versus la qualité, etc., c'est basé en gros sur la bibliométrie. Donc c'est tout un système. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on en est conscient. Alors qu'il y a 20 ans, on n'en était pas conscient. Hein, c'est une bonne nouvelle, ça. À condition qu'on dépasse le problème simplement d'être conscient, c'est-à-dire prendre des décisions. Ouais. Mais monsieur a effleuré un problème que justement je voulais évoquer, c'était que finalement on s'est beaucoup focalisé sur les publications, mais un certain nombre de ces problèmes qui ont été évoqués seraient moins importants s'il n'y avait pas non plus cette pression qui est faite sur les chercheurs, en leur demandant un rendement qui est quelque chose de mal défini finalement, qui amène, et c'est pas nouveau, hein, par exemple vos tranches chronologiques, elles sont assez floues, mais moi je me souviens dans les années 60-70, il y avait dans ma discipline quelqu'un qui avait la pratique de saucissonner ses résultats. Salami. C'est-à-dire que ça avait le même titre. LPU, liste, et puis c'était 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à 10, par exemple. Évidemment, l'avantage, c'est que les articles n'étaient pas trop longs. Ouais, et ça permettait quand même... Ça se fait toujours à Marseille, aussi, il y a une collection de timbres-poste. D'avoir au moins 50% qui était le rappel de ce qui était précédent, donc ça permettait de ne pas mettre trop de choses nouvelles. Mais fondamentalement, c'est aussi là-dessus. C'est-à-dire que quels sont les critères d'évaluation des chercheurs, des laboratoires, des institutions qui doivent être développés, sachant que de toute façon, beaucoup d'innovations commencent par, je dirais, par ébranler le savoir établi. Ah bah oui, en plus. Et donc, le savoir établi, ça correspond souvent à des personnalités qui ont de l'influence et que le prendront plus ou moins bien. Moi, je me souviens, dans ma discipline, il y a quelqu'un en anglais qui s'appelait Peter Mitchell, qui a eu le prix Nobel c'était de chimie, c'est ça, et qui avait présenté un modèle qui avait le mérite d'être très simple, très clair, et qui a été violemment combattu par tous les papes de l'époque, les papesses aussi d'ailleurs, de l'époque, jusqu'au moment où il a eu son prix Nobel. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'une réunion, une fois assistée après, alors là, les critiques avaient tout à peu près disparu, parce qu'il avait été reconnu, il avait grimpé pour atteindre le sommet, et donc on voulait se mettre maintenant bien avec lui. Et donc, bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes des êtres humains, nous avons des défauts de tous les êtres humains, et il s'agit de les neutraliser, ces défauts. Mais on ne peut pas les nier, ils existent. Et quand on exerce une pression sur les gens sur la base de critères, je dirais, dans certaines disciplines, quasi uniquement des publications, on arrivera à ce genre de problème. Les sociologues américains ont montré que le chercheur... Parce que je vous ai parlé surtout de chercheurs honnêtes, hein, ceux qui embellissaient. Hein. Ce sont des gens honnêtes. Hein. Ce n'est pas des truands. Hein. Enfin, les sociologues américains disent, vous avez un chercheur qui travaille bien, qui est dans un labo, puis ça ne marche pas, il n'arrive pas à publier. Puis petit à petit, avec les années, il s'aperçoit qu'un de ses collègues, il change le test statistique et il publie beaucoup. Et puis il s'aperçoit que son collègue a de la promotion. Et puis quand il rentre chez lui, il a son conjoint qui lui dit « mais on devait changer de maison, tu n'as pas eu de promotion ». Il commence à être pris dans des situations où, au bout de 2-3 ans, en changeant le test statistique, il voit qu'il publie, qu'il va avoir une promotion. Il est honnête, il n'a jamais voulu faire ça, mais il rentre dans le bateau et puis après, une fois qu'il y est, il y est. Ce sont des chercheurs honnêtes qui font la plupart des choses que j'ai dites. Non, j'en suis très convaincu. Oui. Oui. Animé par la rivalité, son moteur, c'est un moteur diabolique. Excusez-moi, mais de l'endroit où je me trouve, je pense que c'est difficile
Voilà, comme dirait Camus, un homme, ça s'empêche. Je préférerais que vous essayiez de mémoriser ce que vous voulez dire et je vous passerai le micro. Pour l'instant, c'est monsieur qui parle. Messieurs, dames, bonjour. Merci pour la portée de vos révélations. Est-ce que ça amènera des actions? Alors, tant que tout le monde ne bougera pas, je pense qu'il ne se passera rien. Et tout le monde a un rôle. C'est pour ça que je vous ai mis cette diapo. Tant qu'au niveau des chercheurs, des universités, des bibliothèques, des financeurs, des revues, des éditeurs, des régulateurs, du public et des patients, des politiques, tant que tout le monde ne sera pas conscient, s'il n'y en a qu'un qui part, il est mort. Parce que tout le monde dira, qu'est-ce que fait ce mec-là? Donc effectivement, je pense qu'il va falloir du temps, parce qu'on est à la prise de conscience. Il faut que les politiques aussi prennent conscience de ça, un certain nombre de choses. Et ce n'est pas uniquement les mains des chercheurs, ce n'est pas uniquement le problème de l'HERS ou de la NRSol. Je dirais que dans toutes les remarques qui ont été faites, il y a une qui a été oubliée, c'est l'ego des chercheurs aussi. L'ego, E-G-O, c'est-à-dire cette façon humaine de vouloir se situer par rapport à un autre qui est obligatoirement un concurrent, mais pas forcément dans le sens d'un intérêt financier ou autre. Non, c'est une question de se situer finalement dans le microcosme qui est celui de la communauté des chercheurs, de savoir que l'on est considéré à un haut niveau et, sous-entendu, à ma juste valeur. Donc il y a un livre là-dessus de Lemaître, un Suisse biologiste, je sais pas, sur le narcissisme des chercheurs, et qui ne donne que des exemples de ça. On a le temps jusqu'à quand? Ah bon. Non, pas 6 heures. 16 heures. Bon, c'est décidément le boulot du rapporteur devient de plus en plus difficile, mais en fait oui. quand on est rapporteur, on fait son travail correctement et puis on analyse le travail donné oui. Et normalement on est spécialiste. Mais quand même, vous développez une nouvelle une nouvelle spécialité d'expert en publication et peut-être que vous allez développer un nouveau métier. Et, donc il y a des congrès sur la métascience, ça s'appelle la métascience, c'est la recherche sur la recherche. Il y a tout un réseau mondial. Là, il vient d'y avoir encore un congrès sur la métascience où on ne fait que ça. Et moi, je fais depuis 30 ans au congrès du peer review à Chicago. C'est le Peer Review Congress. C'est un congrès uniquement sur le peer review. Alors, il est tous les 4 ans, il n'est pas tous les ans. Mais je suis allé à tous depuis 1986 et on ne travaille que là-dessus. Alors, c'est-à-dire... C'est une communauté de peu de gens, c'est 500 personnes au monde. Petite communauté. Et en France, il y en a tous. Oui, il y a dans mon domaine biomédical ce qui s'appelle la collaboration Cochrane. Et puis en France, il y a quelques universités. Il y a quelques points à Paris, il y a Rennes. Il y a quelques personnes qui sont dans ce réseau mondial, qui sont allées faire à Stanford des PhD, ou des choses comme ça. Et on commence à avoir beaucoup de jeunes. Moi, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas travailler sur les journaux. J'étais président de société savante à l'étranger, ni crédit, ni quoi que ce soit. Tandis qu'aujourd'hui, quand vous demandez de l'argent, même à l'ANR, sur du fonctionnement d'un certain nombre de choses, il commence à venir des petites choses. Sur l'intégrité scientifique, on a fait des enquêtes, alors qu'il y a 20 ans, on n'avait pas d'argent. Et puis, une dernière question, si je peux. C'est apparemment, dans les différents modes de publication dont vous parlez, apparemment... celui que vous appelez diamant a l'air d'être quand même assez intéressant. Mais en fait, il y a une sorte de contrat entre celui qui a l'argent d'une fondation ou mais même de l'INSERM peut-être. Et puis, mais l'INSERM n'a pas de moyens de publier. Alors, je ne comprends pas trop comment ça se passe.
Je parle de Wellcome Open Research ou de Gates Foundation. Ils ont sous-traité un système électronique, un système d'un anglais, qui leur fait marcher tout ça. Et en gros, ils financent le fonctionnement du système. Et le peer review est fait par la communauté. Il faudrait que je vous montre. Le peer review est fait différemment. Attendez, je sais que j'ai un tout petit copie-écran à un endroit. Vous voyez, le peer review est fait différemment dans le modèle de Gates Open ou de choses comme ça. C'est-à-dire que l'article il est déposé sur une plateforme, ok, et il n'y a pas un comité de rédaction qui sélectionne. On va sélectionner des reviewers qui vont mettre leur avis. C'est tout ouvert. Et l'auteur, il peut changer sa version au fur et à mesure des avis. Même, il peut le garder plusieurs années. Là, c'est la version 2, qui a eu 2 reviewers. Donc, peer review 1, approve with reservation. Là, j'en ai qu'un. Là, j'en avais 2. On pourrait aller sur le truc. Donc, le modèle commence à changer. Il y a une revue Climate of the Past, je ne sais pas s'il y a des gens du climat, qui est gérée par des Français, d'accord, qui marche comme ça. C'est-à-dire qu'elle met en ligne tout ce qu'elle reçoit. Et tout reste en ligne, mais il y aura la colonne des refusés et la colonne des acceptés, et avec un peer review fait particulièrement. Allez voir Climate of the Past, par exemple, il y a des revues comme ça. Donc le peer review n'est plus celui d'un comité de rédaction qui choisit, qui prend des directions, qui prend des décisions. Le peer review, il est fait entre des auteurs et des reviewers qu'on va pouvoir augmenter, et qui vont faire des échanges entre eux ouverts. On donne les noms de tout le monde ou tout le monde. Non. On n'a jamais montré que l'anonymat servait à quelque chose. Et c'est géré par l'INSERM, par exemple ? Là, c'est géré par Wellcome Trust, celui dont je parle. Oui. Enfin, ils sous-traitent, et c'est la communauté. La gestion, il faut vous imaginer que vous n'avez plus un comité de rédaction qui prend les décisions d'acceptation-refus. Vous avez une communauté. Est-ce que vous connaissez Peer Community In ? Alors, ça a été créé par des Français. Vous connaissez Peer Community In ? Vous voulez en dire un mot ? Peer Community In, c'est en écologie, en France ou quoi que ce soit. On a décidé... Alors, mais ça ne marche que par des toutes petites spécialités. C'est-à-dire que les chercheurs mettent en ligne leurs articles, et si vous voulez, la communauté, je réduis, va mettre des étoiles Michelin. Allez-y. Vous connaissez Peer Community In ? Allez-y. Non. Ah non, j'ai cru. Non, je voulais pas. Chose. Alors, je termine sur Peer Community In, vous irez voir. Il y a 9 domaines actuellement. Donc, c'est la communauté qui, en gros, met des étoiles Michelin. Je le fais différemment. Et c'est le modèle que certains essayent de promouvoir. Tout le monde met en ligne, mais toute la communauté qui est fixée, qui est ceci, met des notes. Et ils sont satisfaits, ceux qui font ça. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais vous poser 2 questions. La première, est-ce que vous savez si dans d'autres disciplines, et sont aussi nombreux? C'est ma première question. Deuxième question, quel est votre avis sur l'intelligence artificielle? Est-ce que ChatGPT pourra faire partie du futur? Alors la physique, pour avoir discuté avec beaucoup de physiciens, j'ai un fils qui est astrophysicien ou quoi que ce soit, il reste encore un mystère pour moi. J'adhère à la pensée des gens qui font de l'intégrité scientifique dans tous les pays du monde, de penser qu'il y a moins de problèmes en physique que dans d'autres disciplines, parce que historiquement, il y a plus de partage. Quand vous allez au CERN ou à des trucs comme ça, on ne travaille pas pareil, l'argent il est que public dans certains domaines, pas que, d'accord. Donc il y a une espèce de petit bruit de fond de dire qu'il y a moins de problèmes d'intégrité en physique. Je n'ai pas dit qu'il y avait moins de fraude. Je parle de petits problèmes d'embellissement. Mais c'est une hypothèse, je n'ai pas de données là-dessus. Deuxièmement, ce que je pense de ChatGPT. Alors, je ne sais pas s'il y a des physiciens, s'ils sont d'accord, ils veulent commenter. Oui, juste faire une remarque, c'est que quand même, pour nous, la science doit être considérée comme un continuum, un ensemble qui se tient, donc on ne peut pas vraiment établir des frontières étanches entre les disciplines, ce que nous appelons les disciplines, parce que vous aurez toujours, à un moment donné, des thèmes qui vont se trouver à cheval
sur 2 disciplines. Et donc, à mon avis, les problèmes se posent fondamentalement de la même façon, mais sous une forme qui, elle, peut être différente. Mais je suis persuadé que pour peu qu'on ait une démarche qui soit scientifique, selon les critères qui sont quand même bien établis par les philosophes des sciences en particulier, qu'il y a une différence, je dirais, un couperet entre les disciplines. Il n'y en a pas. Ce que nous là, oui, ce que nous avons vu, on a vu ce que le rôle des chercheurs, des jurys, des différentes sociétés pour pouvoir avoir une idée sur enfin, du point de vue déontologie, sur un article ou sur une publication. Ce que je voudrais savoir, c'est par exemple, je fais partie du public. Un public qui n'est pas spécialement scientifique, mais intéressé à la science. Alors, comment je fais, avec un exemple précis comme le Covid-19, où il y a eu plein de publications, pour pouvoir tirer quelque chose qui s'approche de la vérité? Alors, vous avez un rapport de l'Académie des sciences américain qui a déjà quelques années, qui dit qu'il faudrait faire de la recherche sur comment communiquer la science. Que c'est un domaine où on ne sait pas grand-chose et tout le monde fait ce qu'il peut comme il peut. Et d'abord, comment communiquer la science, on ne sait pas faire. Hein. Moi, je suis à l'AFIS, on fait un journal et tout. Alors, un certain nombre de journaux ont fait des choses et les jeunes générations commencent à changer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez eLife ou des modèles comme ça, vous connaissez eLife. Tout article de science a un résumé pour le public. La moyenne du nombre de mots étant de 250 mots. Donc il n'existe pas d'article dans certains journaux actuellement sans un résumé pour le public. Quoi que ce soit, hein, les étoiles, les machins, hein, fait par les auteurs. Mais cette démarche n'est pas très connue, hein, il faut savoir aller chercher. Dans d'autres domaines, et là ce sont les nouvelles générations qui vont faire changer, j'oublie pas ChatGPT, monsieur, et là ce sont les nouvelles générations qui vont faire changer, c'est parti de la biologie, maintenant ça va à la médecine. Tout article a ce qui s'appelle un graphical abstract, un résumé visuel. Hein? Moi, j'ai été au bord du JAMA aux États-Unis, je connais bien comment ça fonctionne. Donc, tout article maintenant est fait en une image. Vous irez sur le JAMA, parce que je l'ai en tête là, hein, ou sur d'autres, vous ouvrez votre article habituel, qui va faire l'image, et vous avez la petite étoile Twitter, le petit oiseau, vous cliquez sur Twitter, ça va sur votre compte personnel, ça prépare votre tweet personnel avec les liens et l'image. Hein? Et vous n'avez plus qu'à faire clac, et vous avez envoyé l'image à tous vos contacts. Et si vous voulez, les jeunes, ils sont, pour certains, que dans ça. Que dans ça. Allez voir la chaîne YouTube de certains journaux, allez voir le compte Instagram, que je connais bien, du New England Journal of Medicine. Des étudiants se forment sur le compte Instagram du New England Journal of Medicine. Et j'ai bien dit se forment, parce qu'ils les tweetent, ils les regardent que ça. C'est-à-dire qu'ils ne s'emmerdent plus à lire 15 pages, puis de toute façon, vous lisiez 15 pages, vous, dans un article hein? Oui, je vous félicite. Hein? Donc, si vous voulez, la communication est en train de changer avec le grand public et avec les scientifiques. Je termine sur un commentaire sur ChatGPT qui m'a été demandé. Oui, absolument. J'ai fait un billet sur mon blog ce matin. Toutes les revues changent sur ChatGPT, les instructions internationales ont changé, et en gros, toutes les instructions des revues sont les suivantes. Si vous utilisez ChatGPT, transparence, vous dites tout ce que vous avez fait, les versions, traçabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus empêcher d'utiliser ChatGPT, mais on peut demander la transparence. Deuxièmement, alors que ça a été fait, ChatGPT ne peut pas être auteur d'un article scientifique. Ça a été fait. Ça, c'est déjà les politiques instructions aux auteurs. Deuxièmement, tous les journaux vont utiliser très vite ChatGPT. Hein. D'abord, pour un peer review le soir de la réception, et ensuite travailler avec des reviewers sur ce qu'a dit ChatGPT. Ça, c'est parti. Deuxièmement, un certain nombre de revues de littérature, maintenant, vont être en première version ChatGPT, repris par les chercheurs. C'est sûr, hein.
Ah non, il y a des articles là-dessus, oui. Hein. Vous vous êtes emmerdé à faire des revues de littérature, vous la faites déjà de ChatGPT, puis vous la reprenez, parce qu'on sait qu'il se trompe, qu'il y a des problèmes. Hein. Mais vous dites, la première version, si vous allez à tes congrès, j'étais hier au congrès de la Société française de médecine d'urgence, je pense que 2 sur 6 ou 8 présentateurs disaient explicitement qu'une des diapos sortait de ChatGPT. Je dis bien, oui, 15% des présentations à ce congrès-là d'hier avaient des diapos qui sortaient de ChatGPT. Donc il faut voir que les jeunes ne sont que là-dedans. Moi, je ne fais pas mes diapos avec ChatGPT, mais vous prenez un mec de 35 ans, il vous explique que ces 3 diapos, c'est ChatGPT. Donc vous ne l'empêcherez pas. On peut passer tout le mal qu'on veut. Mais donc la position des revues, c'est transparence. Oui. Moi, je reste un peu là. Excusez-moi, là. Normalement, je devrais arrêter, mais comme je ne vous ai pas prévenu, j'ai la possibilité de prendre une seule question pourvu qu'elle soit brève. Moi, c'est un commentaire. Alors, attendez, je vous passe... je vous passe le micro, parce que il faut que tout le monde puisse entendre. Oui, quant à l'embellissement d'une publication, des fois, il faut savoir vendre aussi ces résultats, bien les présenter, montrer l'attractivité, l'intérêt de ça. Donc, on peut embellir une publication, on doit l'embellir un peu sans tomber dans la fausseté et des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut savoir vendre. Oui, je suis d'accord, mais on est explicite aussi. Parce qu'on écrit nos résultats n'étaient pas statistiquement significatifs, mais néanmoins indicatifs d'une tendance. Si on le laisse comme ça, moi, ça ne me va pas. Mais si on dit pourquoi on pense qu'il y a la tendance, qu'on amène des arguments, je peux peut-être bien discuter. Mais attention, parce que ça s'appelle le spin, c'est-à-dire qu'on va un peu au-delà. Le médicament ne marchait pas, et c'est du fait qu'on n'a pas eu assez de malades. Oui. Le terme d'embellissement était un peu ambigu, effectivement. Il ne s'agit pas de rendre les choses attrayantes. Il s'agit simplement, par exemple, de situer tel ou tel point dans une hiérarchie de valeurs, d'importance, aussi bien de ses propres résultats que des résultats d'une équipe concurrente, éventuellement. C'est un peu ça aussi, ce qu'on appelle par l'embellissement des publications. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équilibre totalement objectif des choses. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a... Par contre, ce qui est tout à fait légitime, c'est de présenter les choses de manière... que ça soit bien écrit, que ça soit compréhensible, que les figures soient complètes, avec des légendes qui n'oublient pas telle ou telle partie, etc. Enfin, c'est des choses tellement élémentaires qu'on demande à quel point il faut encore les rappeler. Et je me rends compte, par exemple, pour la revue de notre association que j'ai dite, il y a de temps en temps comme ça des choses, pourtant c'est des chercheurs éprouvés qui oublient des règles élémentaires. Bon, c'est pas de l'embellissement que j'ai pas dites. C'est de l'embellissement, je dirais, c'est de donner l'ensemble des données, des informations. Et le mot anglo-saxon, c'est beautification. Oui. Et ChatGPT, intelligence artificielle, Nature l'interdit pour les images. J'aurais dû vous dire ça. On l'autorise pour du texte, de se faire aider, mais c'est interdit pour les images dans les revues. Bon, je crois que je vais être obligé de passer le symbole du commandement au président. Mais je voudrais quand même vous remercier vraiment très chaleureusement pour cette...